Donc, si cette manifestation, comme vient de le rappeler et le développer Patrick, s'appelle « Rencontre », c'est bien parce qu'elle vise à nous mettre en position de réflexion sur l'intérêt d'une approche curriculaire à l'école et à susciter votre concours à cette démarche largement inédite en France. C'est pourquoi les organisateurs ont souhaité aborder deux grandes controverses typiques de l'école française d'une façon originale. La première controverse nous met face à un débat documenté, comme il en existe trop rarement à la télévision. Michel Aby, qui est derrière moi, Patrick Rayoux et Jean-Pierre Véran sont donc déjà en place pour cette première controverse, et à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Et merci d'être venus à ce qui constitue une première des controverses de l'imaginaire scolaire français. Notre sujet ce matin, la méritocratie républicaine. Je vous présente donc mes deux invités. Jean-Pierre Gicroix, un tenant de cette méritocratie républicaine, et Patrick Salfepa, un penseur critique, un méritosceptique. La notion de mérite est absente de bien des dictionnaires philosophiques. La définir simplement ne va pas de soi, surtout si on ne veut pas la référer à une vision religieuse. Socialement et politiquement, la méritocratie s'opposerait au pouvoir aristocratique en instaurant la juste reconnaissance des talents afin que l'accès à l'élite soit ouvert à tous ceux qui le méritent par leur engagement et non par leur naissance. Elle serait donc consubstantielle à notre histoire républicaine. Le débat permettra sans doute d'avancer sur cette question. Pour ouvrir notre débat, je vous propose de partir de cette photo d'une table de librairie. Je ne sais pas si vous voyez correctement, mais je ne suis pas la seule à le constater. En cette rentrée littéraire, les transfuges de classe sont à l'honneur. Et à en juger par le nombre de récits et de témoignages de transfuges ayant réussi leur parcours scolaire puis universitaire, la méritocratie existe et marche plutôt bien, en tout cas dans l'édition. Et à l'école, Jean-Pierre Gicroix, pour commencer ? Volontiers, je vous proposerai d'écouter l'un d'eux, Édouard Louis, témoignant sur France Inter à l'occasion de la sortie de son dernier livre, Changer méthode, paru au Seuil. Étonnamment, quand une personne de la bourgeoisie se met à rompre avec son milieu pour aller cultiver des pommes de terre à la campagne, on lui dit jamais la trahison, on parle jamais de trahison. La trahison, c'est toujours pour les pauvres qui sortent de leur milieu. Et je me demande si au fond le vocabulaire de la trahison n'est pas une manière de maintenir les gens à leur place. Donc moi je voudrais rompre aussi avec ce langage de la trahison et changer méthode. Je pense c'est aussi un livre qui essaie de déployer de nouveaux langages pour parler de ces vies-là, de ces trajectoires-là. Toute l'histoire de la littérature et l'histoire d'insultes contre les gens qui ont changé. Rastignac est presque devenu l'insulte par excellence, alors qu'en fait, si on lit un peu Balzac, on se rend compte que Rastignac, c'est le seul qui aide le pauvre père Goriot quand le père Goriot meurt. Alors ce témoignage m'intéresse, parce qu'Édouard Louis remet en question le vocabulaire de la trahison, souvent accolé au prix exorbitant de l'ascension sociale. Comme il l'écrit, page 97 de Changer méthode, « Quand j'ai compris que le système scolaire était une condition absolue de ma transformation, je me suis mis à travailler de toutes mes forces. Tout est dit. Travailler de toutes ses forces permet à un enfant de classe pauvre d'arriver à l'école normale supérieure. C'est donc bien de mérite qu'il s'agit. » Monsieur Gicroix, si l'on écoute Édouard Louis, écoutons-le vraiment. Nous ne nous contentons pas de morceaux habilement choisis, s'il vous plaît. L'enseignement, moi ce que j'ai appris de cette trajectoire aussi, c'est à quel point la bourgeoisie et les classes dominantes sont des classes assistées. Vous voyez, on dit toujours des pauvres, c'est des assistés, il y a de l'assistanat. Mais moi, je peux vous dire qu'en ayant vécu des deux côtés, à quel point la bourgeoisie est assistée depuis la naissance, à tous les privilèges, à le capital scolaire. Ce qu'affirme Édouard Louis dans cet extrait que l'on vient d'entendre, c'est l'inégalité fondamentale des chances de réussite selon qu'on est né pauvre ou riche. Le mérite n'est pour rien dans la réussite du privilégié. On demande d'être méritant de toutes leurs forces, comme il le dit, qu'à ceux qui ne sont pas des privilégiés de la fortune et de la culture. Monsieur Salfepa, permettez-moi d'abord de revenir au texte d'Édouard Louis lui-même, qui est très clair sur le rôle émancipateur de l'école.
Il y a eu d'autres tentatives, d'autres essais pour m'arracher à cette enfance détestée, mais c'est par le collège que la libération est venue. Page 43-44 de Changer méthode. Comment ne pas penser, en lisant Édouard Louis, à Albert Camus écrivant dans Le Premier Homme « Monsieur Bernard, son instituteur de la classe du certificat d'études, avait pesé de tout son poids d'homme à un moment donné pour modifier le destin de cet enfant dont il avait la charge. Et il l'avait modifié en effet. L'école et ses maîtres sont attentifs à déceler le potentiel de chaque élève. Et c'est ainsi que se construit chaque jour la méritocratie républicaine. » J'ai autant d'auteurs à citer qui déconstruisent cette vision angélique de la méritocratie républicaine. Je prendrai qu'un exemple, celui de Nicolas Mathieu dans Leurs enfants après eux. Lisons. Le personnage de Steph ne manque pas de lucidité. L'école faisait office de garde-triage. Certains en sortaient tôt, qu'on destinait à des tâches manuelles, sous-payées ou peu gratifiantes. D'autres allaient jusqu'au bac. Enfin, il y avait les cadors. Ceux-là emprunteraient des canaux étroits et, mis sous pression, iraient vite et grimperaient très haut. À ce moment du débat, pourrions-nous évoquer l'histoire de la méritocratie républicaine? Est-elle, selon chacun de vous, consubstantielle à la République? En effet, il faut donner à notre échange la profondeur historique qu'il mérite, que l'on perçoive d'où l'on vient pour mieux comprendre en quoi la méritocratie républicaine a changé la donne. On ne peut plus répéter, comme jadis Don Louis à son fils Don Juan dans la pièce de Molière, « Qu'avez-vous fait dans le monde pour être gentilhomme ?» Les privilèges de sang et de naissance ont été abolis, comme vous l'avez mentionné en ouverture de cette controverse. Vous devez avoir dans vos archives la fameuse scène du monologue de Figaro dans Le mariage de Figaro. J'aimerais qu'on écoute un bref extrait. Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie? Noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier. Qu'avez-vous fait pour tant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. Du reste, homme assez ordinaire. Tandis que moi, morbleu, perdu dans la foule obscure, il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement, comme on a mis depuis 100 ans à gouverner toutes les Espagnes. Et vous voulez jouter? Tout n'est-il pas dit par Figaro va marcher quelques années avant 1789? Vous avez parfaitement raison d'évoquer la Révolution française, mais vous oubliez de faire état des débats qui ont opposé dans les années 1791-93 les projets de Condorcet et ceux de Robespierre. Pour le premier d'entre eux, il faut garantir par l'instruction publique l'égalité des droits et accepter l'inégalité des talents. Pour le second, l'éducation nationale vise à faire de l'école un sanctuaire républicain, puisque tous les enfants sont accueillis à partir de 5 ans dans des maisons d'éducation en complète égalité d'alimentation, de vêtements et de soins d'instruction. Il ne s'agit pas pour moi de prendre le parti de Robespierre contre Condorcet. Je tiens simplement à souligner qu'il a eu le mérite de poser jusqu'au bout la question de l'égalité en éducation. Si tous les enfants ne sont pas éduqués dans une pépinière nationale, le mérite est relatif au milieu social et familial, à l'éducation qui est transmise. Aujourd'hui comme hier, les enfances de classe étudiées par l'AIR influent sur le mérite scolaire à venir des enfants qui entrent à l'école. Entre ces deux options, instruction publique ou éducation nationale, le choix a été tranché dès 1793. L'enseignement sera libre. C'est un système scolaire libéral, décentralisé mais contrôlé par l'État, qui est adopté, comme le souhaitait Condorcet. Depuis les débats de l'Assemblée nationale à la fin de la monarchie, ne pourrait-on pas dire que les conceptions qui furent celles de Condorcet ont rassemblé peu à peu un consensus républicain? En 1946, par exemple, Langevin, Vallon et leur commission de réforme de l'enseignement du Conseil national de la Résistance ne donnent-ils pas à l'école l'objectif de mettre chacun à la place que lui assignent ses aptitudes pour le plus grand bien de tous? La méritocratie républicaine ne serait-elle pas liée aux espoirs nés de la Libération? Absolument. Le débat a non seulement été tranché en 1793, mais depuis s'est affirmé un consensus autour de la méritocratie républicaine fondée sur l'égalité des chances. Je pourrais par exemple citer les 3 derniers présidents de la République française. M. Sarkozy, en 2009, donner une chance à chaque jeune. M. Hollande, en 2013, donner toutes ses chances à la jeunesse. Et M. Macron, en 2018, s'attaquer aux racines profondes des inégalités de destin. Mais je pourrais remonter plus loin dans le temps. Citer le candidat Sarkozy dans sa campagne présidentielle de 2007, qui affirmait « La République, pour moi, c'est à chacun son mérite. C'est le miracle de la France d'aimer d'une même passion l'égalité et le mérite, le sentiment et la raison. » Tandis que sa future adversaire du second tour, Ségolène Royal, affirmait pour sa part « L'école,
C'est la grande institution qui a montré à tous les enfants de France et donc à tous les futurs citoyens que le travail et le mérite pouvaient être récompensés et qu'ils pouvaient peser plus lourd que le seul privilège de la naissance. Je veux des écoles, des lycées, des collèges où l'on continuera longtemps encore de concilier l'égalité et le mérite, la solidarité et l'émulation, la citoyenneté et l'esprit critique, les classiques et le progrès technologique. Permettez-moi d'ajouter que notre Code de l'éducation est particulièrement clair sur le sujet dans son article L111.1. Le service public de l'éducation contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Monsieur, j'y crois. Vous auriez pu remonter plus loin dans le temps et citer des penseurs indubitablement républicains qui ne partageaient déjà pas votre confiance en la méritocratie et ce que j'appellerais volontiers vos illusions d'optique. Ainsi, Ferdinand Buisson, directeur de l'enseignement primaire en 1921 à propos des boursiers accédant ainsi au second degré payant, constatait qu'il ne s'agissait que d'exceptions consolantes. Ces demi-mesures, disait-il, il parle des bourses pour permettre l'accès au second degré, ne sauveront pas la nation qui se prive chaque année de quelques milliers d'intelligences hors ligne pour réserver ses faveurs aux médiocrités de la classe riche. Il faut donc aujourd'hui, continuait-il, par l'unité et la gratuité de l'enseignement, ouvrir aux masses elles-mêmes l'accès de la haute culture. Ou le philosophe Alain, un peu plus tard, je le cite, « Il semble que le professeur ait pour tâche de choisir une élite et de décourager et rabattre tous les autres. Tout l'effort des pouvoirs publics devrait s'employer à éclairer les masses par le dessous et par le dedans, au lieu de faire briller quelques pics superbes, quelques rois nés du peuple et qui donnent un air de justice à l'inégalité. » Et tous ces travaux sociologiques qui ont malheureusement corroboré leur point de vue, tel un des derniers ouvrages qui s'appuie sur une solide argumentation et dont je reprends 4 de ces arguments. Si on veut récompenser dans le mérite scolaire des qualités purement individuelles, il devrait être indépendant de tout positionnement social. Or, il existe, nous le savons et nous le montrons, une très forte corrélation entre la position sociale et la réussite scolaire. Vous voulez mesurer et récompenser une valeur individuelle ? Mais vu la proximité de la culture de l'école de celle de la culture des classes dominantes, ce qui est évalué comme mérite est biaisé, car cela correspond très évidemment à la reproduction des positions de pouvoir. Par ailleurs, vous faites comme si l'accompagnement de la scolarité par les familles était identique dans tous les milieux sociaux. Or, d'énormes différences s'exercent chaque jour, après 16h30, dans le suivi des devoirs et les manières de faire travailler. Enfin, si je puis dire, avec la fameuse égalité des chances, vous nous faites croire que l'allocation des places dépend essentiellement du talent de chacun, mais les choix d'orientation dépendent de stratégies que ne maîtrisent pas au même degré tous les parents et tous les élèves. J'aimerais recueillir votre avis à chacun sur cet extrait du bulletin des anciens élèves de l'école polytechnique de 1949. Je cite « Peut-il prétendre sans distinction de classe ou de fortune, tout enfant que ses capacités distinguent. Et du jour où il est entré à l'école polytechnique, par un concours d'une impartialité indiscutable, rien ne le distinguera plus de ses camarades. Grâce à l'internat, grâce à l'uniforme, entre le fils du grand bourgeois et le fils de l'ouvrier, l'égalité sera désormais plus totale qu'aucun généreux penseur n'a jamais pu le rêver. » L'impartialité du concours et l'anonymat de son écrit, l'indistinction de l'uniforme, la vie commune en internat, sont en effet garants de l'amalgame républicain de toutes les classes sociales. Quelques pics superbes suffisent en effet à donner un air de justice à l'inégalité foncière de notre système scolaire. Mais tout se passe-t-il à l'école? Observons avec humour ce qui peut se passer dans le travail scolaire à la maison. Dans ces groupes nominaux, identifie le déterminant, l'adjectif et le nom. Alors, c'est quoi le déterminant? Toi, tu sais pas? Hein? Tu sais pas? Bien sûr que je sais. Voilà, Mais là, on travaille là. Mais c'est quoi alors un déterminant? Voilà, un déterminant, c'est ce qui détermine. C'est pas ça. Hein. Bien sûr, c'est ça. Par exemple, quand tu es déterminé, tu veux faire un truc, je suis déterminé. Par exemple, Mbappé, quand il veut marquer un but, il est déterminé. Et celui qui fait la passe, c'est le déterminant, qui donne au déterminé. Un objectif, c'est ça? L'objectif, c'est... Tu veux pas qu'on fasse des maths, là? Ouais. On fait des maths.
Ce que nous voyons là est caricatural, mais c'est bien normal puisque c'est un humoriste qui se met en scène. Ce que j'en retiens, c'est que le papa est bien là au moment des devoirs, qu'il a la présence qu'il faut pour maintenir son enfant dans l'effort. Il n'est pas nécessaire d'être très instruit pour cela. Il joue bien son rôle en donnant la répartie à son fils et il le contraint à argumenter. C'est bien ce qui est attendu de l'exercice. Au demeurant, avec des dispositifs variés d'aide aux devoirs, les enfants dont les parents sont moins disponibles peuvent être pris en charge dans l'établissement par des professionnels. Ce que nous voyons là est malheureusement fréquent et grave. De nombreux parents de milieux populaires sont très démunis pour aider leurs enfants au travail scolaire. Les devoirs à la maison risquent, comme on le voit, de leur faire perdre la face devant leur enfant et de disqualifier leur autorité éducative, sur laquelle on veut s'appuyer par ailleurs. De plus, ils vont souvent leur proposer des savoirs et des méthodes qui ne sont pas ou plus ceux et celles de l'école d'aujourd'hui et mettre leurs enfants en porte-à-faux. Certes, des dispositifs comme Devoirs faits enlèvent une charge aux familles, mais les intervenants sont si différents, si peu coordonnés, que les élèves n'ont souvent pas les bonnes aides au bon moment, et vous le savez. Cependant, il y a tout de même eu d'importantes évolutions. Observons ce qui se jouait dans le conseil de classe d'un lycée emblématique dans les années 50. Hardy, également très faible, et celui-là malheureusement très âgé. Voyons, en est-il, monsieur Garçon? Il travaille peu. Peu de travail. Ça n'empêche pas la famille de vouloir Polytechnique pour ça. Il est absolument en mathématiques. C'est très tôt. Oui. Monsieur Perrin. Hardy est un élève dont on ne peut pas dire grand-chose. Il travaille un petit peu pour moi. Oui, je crois qu'il n'arrivera jamais au baccalauréat. Qu'en pensez-vous, monsieur Faure? Il parle le français, tout juste. Tout juste. En mathématiques? Oh, il perd son temps aussi. Enfin, il sait compter tout de même. Voyons, que fait-il en anglais? Il suit avec beaucoup de peine. Mais il travaille. Il a de la bonne volonté, je n'ai pas l'impression qu'il aboutisse à grand-chose. Enfin, il a une moyenne de 8 environ. Il va se lancer vraisemblablement, si vous êtes de cet avis, dans le commerce paternel. Il pourrait tout de même continuer ses études d'anglais. Ah, ça en tout cas, oui, ça serait très utile. Bon, d'accord. En histoire, que vaut-il? C'est un problème. Je me demande ce qu'il fait en classe. Bon. Absolument réfractaire. Bon. Que pensez-vous, monsieur Faure, du conseil de le lancer dans l'affaire paternelle? Il continue le commerce. C'est ce qu'il a de mieux à faire. Oui. Nous lui conseillerons en même temps, je crois, de continuer les langues vivantes. Ça peut lui servir pour développer l'affaire. Qu'en dites-vous? Cela a bien changé, monsieur Gicroix? Vous avez choisi un lycée d'élite dans lequel les élèves et leurs parents savent fort bien que les critères d'évaluation et d'orientation sont plus rigoureux qu'ailleurs. Malgré cela, nous avons dans cette scène des professeurs qui connaissent les élèves, qui sont passionnés par leur discipline. Et il est normal qu'ils évitent à des jeunes de se fourvoyer dans des voies dans lesquelles ils n'ont pas les aptitudes pour réussir. Notez bien qu'aujourd'hui, le conseil de classe est adapté puisqu'il participe les représentants des parents et des élèves et que toutes les décisions se prennent en concertation. Non, cette scène est assez choquante, car on voit que l'appartenance familiale pèse beaucoup dans l'évaluation de l'élève et dans son orientation. À l'époque, appartenir à une famille de commerçants, comme on le voit, rendait difficile l'accès à l'élite. Mais aujourd'hui, comme le montrent notamment les enquêtes internationales, le devenir des élèves en France dépend toujours, voire davantage, de la situation sociale de leurs parents. Pour beaucoup de parents de milieux populaires, même s'ils sont invités à investir davantage, le monde scolaire demeure très opaque. Vous mettez en cause le mérite, mais de la vie générale, on ne peut s'en passer. Même un sociologue comme François Dubé le dit, le mérite est une croyance nécessaire. Qu'en pensez-vous? Cette formule est tout à fait correcte. Même si cela ne fait pas plaisir à ceux qui ne parviendront pas à en faire partie, il faut bien que les sociétés, sous peine de stagner, dégagent une élite. L'égalité des chances n'est pas l'égalité de mérite. Chacun a la liberté de s'impliquer comme il l'entend dans les études. Et personne n'accepte que ceux qui s'investissent davantage ne soient pas récompensés à proportion de leurs efforts. Il ne manque pas d'ailleurs aujourd'hui de programmes qui permettent de diversifier les élites, et les premiers de cordée aident tous les autres à s'élever. Vous faites comme si les compétitions étaient nécessairement des tournois qui éliminent de façon irréversible les vaincus, au lieu de favoriser l'inclusion dans un jeu ouvert. Il est vrai que notre école se complaît dans cette logique, alors qu'elle pourrait maintenir plus longtemps tout le monde dans la course. Mais si les enseignants en particulier ont besoin de croire au mérite, c'est parce qu'ils se sentent démunis devant ce phénomène. Ils peuvent rationnellement penser que le mérite est fabriqué et qu'ils ont leur part, mais en même temps, ils peuvent continuer de croire que c'est une qualité innée qui est propre aux individus qu'ils accueillent.
À la fin de notre débat, que retirer de vos échanges? Dans une société démocratique, le mérite doit être pris en compte pour garantir à chacun une place qui ne dépende ni de l'hérédité ni des héritages. Mais aussi, beaucoup de mécanismes font que cette attribution peut être très injuste. Comme il nous faut conclure notre émission, je vous invite à prendre connaissance du message qui vient de m'arriver. Il est d'un certain Jean-Jacques R. de Genève, qui tweete ceci. « Non seulement l'éducation met de la différence entre les esprits cultivés et ceux qui ne le sont pas, mais elle augmente celle qui se trouve entre les premiers, à proportion de la culture. Car qu'un géant et un nain marchent sur la même route, chaque pas qu'ils feront, l'un et l'autre, donnera un nouvel avantage aux géants. » Je suppose que notre deuxième controverse sur le thème de la culture comme bien commun nous aidera à y voir plus clair. Je vous remercie pour votre participation et vous invite à assister à la deuxième controverse.